Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Après la défense, place au témoignage. Le premier témoin à charge dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été auditionné ce mercredi à La Haye. En République démocratique du Congo, une partie de l'opposition campe sur ses positions et rejette le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Décryptage dans ce journal. Et puis un cap vient d'être franchi dans les relations économiques entre les États-Unis et le continent. Le projet Électrifier l'Afrique a été adopté ce mardi par le Congrès américain. Les 4 premiers jours du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont été consacrés à l'accusation, la défense et la représentation légale des victimes qui ont tenté, à travers différents supports, de défendre leur camp. Passé ces étapes, place au témoignage. Un sujet de la rédaction. La parole est au témoin. Le numéro 547 a été auditionné ce mercredi à La Haye dans le cadre du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé poursuivis pour crimes contre l'humanité. Un témoin que l'accusation présente comme un élément clé du dossier. S'exprimant en dioula, il a décrit la violence du contexte post-électoral en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens au siège du RDR, ils étaient tous venus pour se rendre à la RTI. En fait, on nous a donné des conseils, on a dit de ne pas causer de dégâts. Quand nous allons marcher, nous allons lever les mains pour montrer à Laurent Gbagbo que cette fois-ci, les Ivoiriens ont choisi un dirigeant de leur choix qui n'est pas Laurent Gbagbo, mais qui est Alassane Ouattara. Donc, le prix de céder sa place 5 ans après, il peut revenir au pouvoir, il peut être candidat, peut-être qu'il pourra gagner. Et telle était notre intention. Caché à la vue du public et la voix déformée dans le cadre de mesures de protection, le témoin qui s'est défini comme membre du RDR, le Rassemblement des Républicains, affirme avoir été victime d'agressions par les ex-forces de sécurité et de défense le 16 décembre 2010 lors d'une marche pacifique de sa formation. Ils m'ont frappé beaucoup. Et quand j'ai tenu ma cuisse, ils ont su que j'avais mal. Ils ont appuyé sur la fracture avec le pied. Et je me demandais comment je pouvais survivre. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé comparaissent devant la Cour pénale internationale pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011. Cette phase du procès consacrée aux témoins se poursuit ce jeudi 4 février 2016 avec l'écoute de nouveaux récits. Dialogue national dans l'impasse en République démocratique du Congo. L'appel au dialogue national lancé par le président Joseph Kabila en novembre 2015 divise. Alors qu'au mois de juin 2015, les évêques catholiques appelaient à un consensus national sur le calendrier global publié par la Commission électorale nationale indépendante, les contestations restent vives au sein des différentes factions de l'opposition et de la société civile. Beaucoup de gens oublient que le 28 janvier 2012, nous avions proposé un plan au président Kabila. Nous l'avons proposé à Addis Abeba en février. Les évêques, le 5 février 2012, sont allés voir le président Kabila. Ils ont vu le président Tshisekedi. Ils m'ont vu, moi, et j'ai encore la lettre. J'étais le seul à avoir répondu positivement. Et à ce moment-là, on parlait de dialogue. Nous étions d'accord. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est biblique, ce n'est pas moi, c'est Ecclésiaste. Donc, quand les évêques parlent aussi de dialogue, ils savent qu'il y a un temps pour tout. Heureusement qu'ils ont ajouté les dialogues qui répondent aux aspirations du peuple. Les aspirations du peuple, c'est quoi? Ne pas toucher à la Constitution, non au glissement, oui à l'alternance, c'est clair. Le Rassemblement des forces sociales et fédéralistes du Grand Katanga, un parti de l'opposition, propose l'annulation du dialogue national et la création du comité international d'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante. Cette suggestion est contenue dans le plan de sortie de crise que ce parti a adressé aux facilitateurs de l'Union africaine, Edem Kodjo. Malgré le fait que la Constitution n'autorise que 2 mandats présidentiels successifs, le parti au pouvoir interprète le dialogue national comme une nécessité. Nous les demandons, les politiques, d'aller au dialogue pour s'entendre afin qu'ils fixent
n'est-ce pas, les bases solides pour qu'on ait les élections paisibles et les élections qui amènent à ce qu'il y ait cette paix que nous voulons. Si ça peut prendre encore 6 mois, si ça peut prendre encore 2 ans, peu importe, nous voulons la paix. La meilleure façon de respecter le peuple, de respecter la volonté du peuple, c'est de respecter la Constitution. Le mandat du président va jusqu'en 2016. Eh bien, le dialogue ne pourra pas nous amener d'autres convictions qui sont du reste contraires à l'esprit de la Constitution. Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour ce dialogue souhaité par le président Joseph Kabila. Certaines factions de l'opposition prévoient d'organiser des manifestations pour réclamer la démission du chef de l'État au terme de son 2e mandat. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo est prévue en 2016. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Vital Kamerhe. Vous êtes leader de l'Union pour les nations congolaises. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Pourquoi refuser un dialogue politique? N'est-ce pas là le contexte adéquat pour faire valoir vos exigences? Je crois que la question est mal posée. Nous voulons les élections. Si vous avez dit nous avons refusé les élections, j'allais comprendre. La constitution de la République démocratique du Congo est très claire. Nous avons été à Sun City, en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002, on a signé un accord global inclusif. On a promulgué la Constitution par le président Kabila le 18 février 2006, après un référendum de 85% de oui, pour dire fini les arrangements politiques, fini de recourir à la rébellion ou à toute autre forme pour accéder au pouvoir. Désormais, c'est le peuple. Et dans cette Constitution, il y a des dispositions verrouillées par l'article 220. Il s'est fait que le mandat du président de la République est limité à 2 mandats. Donc, le 20 décembre 2016, le président Kabila ne sera plus président, quel que soit le cas de figure, qu'il y ait élection ou pas, il ne sera plus président, il doit le savoir. Et il a tout le temps pour organiser les élections. Parce qu'en 2011, au mois de février, nous n'avions pas encore la Commission nationale électorale indépendante. Le président Kabila, après avoir modifié la Constitution, il a organisé rapidement les élections le 28 novembre 2011. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, nous sommes encore à la veille du mois de février, qu'on nous dise que c'est impossible d'organiser les élections. Le dialogue, c'est un stratagème, c'est un piège. On a créé un problème artificiel. On a bloqué la CENI, on ne lui a pas donné les moyens. Maintenant, on nous appelle pour parler des moyens des élections, pour parler du calendrier, enrôlement. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, en nous mettant ensemble, les moyens vont tomber du ciel. Étienne Tshisekedi, qui est un autre leader de l'opposition, s'était dit favorable au dialogue. Ensuite, il a changé de position et aujourd'hui encore, sa position reste floue. Est-ce que ces divergences ne risquent pas de fragiliser l'opposition à l'approche des prochaines échéances électorales ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, j'ai bien lu la lettre du président Étienne Tshisekedi adressée à Mme Zouma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. C'est très clair, le dialogue tel que posé par le président Kabila, M. Étienne Tshisekedi n'en veut pas. Et là, nous sommes d'accord avec lui. Alors, je ne vois pas où est la division dans l'opposition. Nous sommes tous unis dans le Front citoyen pour dire non à ces dialogues du président Kabila. Oui au respect de la Constitution, oui à l'organisation des élections pour qu'il y ait une alternance apaisée et que le président Kabila ait la vie après l'exercice de 2 mandats au pouvoir, plus 1. Parce qu'il est là depuis 2001. Il a fait 2 ans seul, 3 ans pendant la transition, plus 4. Les gens ont tendance à oublier ça. Ça fera quand même 3 mandats. Il a été béni par Dieu. Il doit dire merci, mon Dieu, j'ai fait 15 ans. Obama n'aura fait que quelques années. Alors, dans les grandes lignes, quelle sera votre stratégie pour barrer la route au président Joseph Kabila? L'union fait la force. C'est le rassemblement, le mot d'ordre. C'est pourquoi nous avons été à l'île de Gorée, où nous avons créé le Front citoyen. Avant le Front citoyen, nous avons créé d'abord la dynamique de l'opposition. Après la dynamique de l'opposition, il y a eu les G7 avec ceux qui ont quitté le président Kabila dernièrement. Et tous ensemble, plus la société civile, nous avons créé le Front citoyen sans couleur politique pour que tout Congolais qui veut défendre la Constitution, qui veut les élections, qui ne veut pas que le sang coule chez nous, puisse être dans le Front citoyen. Et c'est ce que nous allons faire le 16 février. Tout Congolais qui veut les élections, qui veut la paix au Congo et qui veut que les institutions soient plus fortes que les individus, sera avec nous dans les églises et après les églises dans les rues de la capitale et des provinces pour dire non au 3e mandat, oui aux élections, oui à une vie au président Kabila après le pouvoir. Merci Vital Kamerhe d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes leader de l'Union pour la nation congolaise. Et félicitations de Léopard et au peuple congolais puisque nous avons
gagné aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour la finale. Et dimanche, je serai moi-même à Kigali pour la finale. Absolument. L'appel de l'entrepreneur nigérian Tony Elumelu a été entendu. Le Congrès américain a adopté ce mardi le projet de loi Électrifier l'Afrique. 43 milliards de dollars ont d'ores et déjà été mobilisés dans cette optique. Gladys Mwamba. Adoption de la loi Électrifier l'Afrique par le Congrès américain, un acte historique. Électrifier l'Afrique est le projet de loi historique voté par le Congrès américain mardi 2 février 2016. Appuyé par les leaders du secteur privé africain tels que le Nigérian Tony Elumelu, ce texte a été adopté par le Sénat américain et par la Chambre des représentants des États-Unis. Ce projet vise à l'accès à l'électricité pour 50 millions de personnes en Afrique d'ici 2020. We need to understand the context that over 600 million Tout d'abord, nous devons comprendre le contexte. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le coût de l'électricité est plus élevé en Afrique, voire 10 fois plus qu'aux États-Unis. C'est pour cette raison que nous devons améliorer les opportunités de business. Si l'Afrique veut devenir un leader commercial dans les prochaines années, on ne peut pas le faire sans partenaires. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je pense que nous devons tous user de notre influence afin de nous assurer que cette bonne initiative du gouvernement Obama se réalise. Le projet de loi Électrifier l'Afrique est un acte historique dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. À travers ce texte, le président des États-Unis, Barack Obama, est autorisé à élaborer une stratégie sur plusieurs années afin d'aider les pays d'Afrique subsaharienne dans leur stratégie nationale d'électricité, y compris dans les sources d'énergie renouvelables. Nous sommes heureux en tant qu'Africains de cette initiative. Nous qui faisons partie du secteur privé, encourageons les leaders à franchir le pas afin de s'assurer que l'environnement soit propice. Le secteur privé doit également investir davantage afin que tous ensemble, le gouvernement américain et le secteur privé américain et africain, nous puissions améliorer de façon drastique l'accès à l'électricité sur le continent. Le secteur privé américain et le gouvernement américain ont sensibilisé près de 120 partenaires des secteurs publics et privés et ont mobilisé 43 milliards de dollars. Ce financement devrait permettre de créer 60 millions de nouveaux raccordements à l'électricité en utilisant diverses solutions énergétiques. Nouakchott, capitale internationale de la pêche, une conférence sur l'initiative pour la transparence dans ce secteur s'y est ouverte ce mercredi. Un événement qui voit la participation de plusieurs dirigeants africains. Reportage de notre envoyé spécial Franck Nodofina, commenté par Birama Saounera. La bonne gouvernance au cœur de la première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche, c'est mercredi 3 février à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie. Promouvoir une pêche responsable et favoriser la transparence dans l'attribution des contrats de pêche, ce sont entre autres les raisons qui motivent l'organisation de cette conférence qui a réuni des acteurs du secteur halieutique venus de la Mauritanie, du Sénégal, mais aussi les investisseurs étrangers. À travers son allocution, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a noté l'importance pour les États côtiers de réévaluer le potentiel du secteur de la pêche. Aujourd'hui, notre satisfaction est grande de voir se tenir ici à Nouakchott la première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche qui marque un tournant et vient incontestablement à point nommé. À ce jour, la contribution de ce secteur ne traduit pas encore l'importance considérable de son potentiel en termes de création d'emplois, de recettes budgétaires pour les États et d'apport à la sécurité alimentaire des populations. La pêche constitue une source importante d'emplois, de protéines et de commerce dans les pays côtiers d'Afrique. Afin de promouvoir la transparence dans le secteur, les pays africains ont été invités à Nouakchott à publier sous la forme des rapports nationaux réguliers des informations sur les recettes du secteur, les revenus tirés des différents contrats signés et les investissements réalisés sur la base de ces revenus. Le Sénégal, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, a pris une part active à cette initiative. Si on fait le bilan, en réalité, je crois que c'est M. Kofi Annan, dans son adresse tout à l'heure, qui nous disait que ces pays africains perdent plus de 1,3 milliard de dollars par an. Quand on voit que la somme cumulée des redevances ne représente pas le dixième de cette somme. Donc il y a là un problème sérieux d'équité
et de transparence. La conférence s'est achevée avec l'adoption de la déclaration de Nouakchott qui propose une mutualisation des efforts au niveau africain dans le cadre de la transparence en matière de pêche. Ceci passera, selon les acteurs, par la lutte contre l'opacité dans les procédures d'attribution des contrats de pêche. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.